Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Un débat entre deux matchs de football. Vous savez que depuis hier, Africa Télévision diffuse en exclusivité les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations d'Afrique de l'Ouest de football à 20 h, un autre match. Autant dire que ce débat va durer moins que prévu, mais nous aurons quand même la latitude d'aborder des questions comme le décès du président Jacques Chirac. On va également parler de ce ping-pong, de ce tweet et de ces contre-tweets entre le chef de la diplomatie malienne, Tchibile Dramé, le porte-parole de la CMA, suite au discours du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'écartait pas l'hypothèse d'une relecture de l'accord pour la paix et la réconciliation. On va également parler de ce camion-citerne qui a pris feu à Bamako le mardi dernier. Des questions qui seront abordées par nos invités. Maître Chekmar Konaré, avocat. Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune. Badou Sidi Koba, directeur de publication de Carrefour. Et Serge Daniel, journaliste et écrivain. Serge, avec lequel on va même commencer, qui à Ouagadougou a été couronné Segbo d'or et également le prix Norbert Zongo. C'était à l'issue du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse de Ouagadougou. Une rencontre sanctionnée par l'appel dit de Ouagadougou. Ils étaient nombreux les confrères à se retrouver au Burkina Faso cette semaine. Oui, plusieurs centaines de journalistes venus de tout le continent d'Europe. Donc voilà, le thème, c'est toujours la liberté de la presse. Et donc, il y a eu ce fameux prix, désormais, 2 prix pour le Mali. Je faisais partie, moi, de la délégation du Mali. Alexis n'y était pas. Et donc, le premier prix, les 2 prix sont liés à un article. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un prix qui est le prix des prix, c'est-à-dire le prix, tout prix confondu. C'est un article sur le nord du Mali qui s'appelle Nord du Mali, un carreau de feu placé dans le ventre du Sahel. Je démontre que ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de la drogue, c'est à cause de la gouvernance, c'est à cause de l'absence de l'État. Et donc le jury a estimé que c'était le meilleur papier avec une note de 17,5 sur 20. Et l'article d'Alexis Kalambri n'a pas été présélectionné. Ok, à Ouagadougou également, il y a eu tout à fait un trophée en or. L'appel dit de Ouagadougou, les professionnels de la presse en Afrique qui essaient de prendre le taureau par les cornes. Ça, c'est très important. Ouais. On a beaucoup parlé de Birama Touré. Tous les journalistes qui ont disparu, on en a parlé. Il y a eu une motion demandant non seulement aux présidents des pays concernés, mais des pays voisins, de tout faire pour retrouver les journalistes disparus, dont Birama Touré. Et puis, l'autre chose, il faut insister là-dessus, la délégation malienne, on était conduite par Ahmed Cissé, que vous connaissez. Il a insisté sur la nécessité de voir les journalistes travailler de manière transversale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler du Sahel ici seulement au Mali, il faut avoir beaucoup d'autres confrères et on a insisté là-dessus, travailler ensemble pour se défendre ensemble. D'accord, on aura l'occasion d'en parler. Autre sujet de cette semaine, cette réconciliation entre Macky Sall et le président Abdoulaye Wade. On va en parler puisqu'on a dit ce débat va durer moins que prévu. Ça va donc faire partie de nos sujets de la semaine prochaine, la réconciliation entre Macky Sall et le président Abdoulaye Wade. Mais premier thème de ce débat de ce 29 septembre, je vous le disais, l'ancien président français Jacques Chirac décédé à l'âge de 86 ans. Chirac était le 22e président de la République française. Il a dirigé le pays de 1995 à 2007. Badou Sidi Koba, Chirac, qu'est-ce que vous retenez de lui? Ce que je retiens de Chirac, d'abord Chirac, c'est l'homme qui a dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Et Chirac a entretenu souvent des relations controversées avec certains chefs d'État africains. Il est l'ami des Africains, certes, mais on se souvient sans doute que c'est l'homme qui quand même a sauvé un certain nombre de régimes autocratiques, des régimes dirigés par des dictateurs. Le cas du Congo-Brazzaville est là, en 1997, quand il y a eu la sanglante guerre civile au Congo qui a opposé les milices Cobra de Sassou Nguesso aux milices Zoulou de Pascal Lissouba, soutenues par les milices ninja de Bernard Kolela. Effectivement,
Jacques Chirac a téléphoné à son homologue, c'est lui-même qui l'a dit au cours d'un entretien, il dit qu'il a appelé son homologue José Eduardo dos Santos pour lui demander d'intervenir pour soutenir Sassou Nguesso pour renverser Pascal Dissouba. Et on l'a vu aussi intervenir en 1995 en Centrafrique, ça c'était un régime démocratique quand même. Il a soutenu Ange Félix Patassi qui était en proie à une insurrection armée, à une mutinerie qui était dirigée par le capitaine Anicet Solé. Et le cas qui a beaucoup touché les Africains, c'est son intervention en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand la crise ivoirienne a éclaté, Laurent Gbagbo a demandé son appui militaire, il s'est contenté de servir de force d'interposition. Et quand les Sukhoi de Gbagbo ont bombardé les positions du contingent Licorne, il y a eu 8 morts, donc il a ordonné à ceux qu'on détruise tous les aéronefs de Laurent Gbagbo. Et les habitants de Ouangolo se souviennent de cette tragédie parce qu'il y a le jeune Firmin Maé qui est quand même mort étouffé dans une fourgonnette du contingent Licorne. Et au-delà, on l'a vu aussi intervenir au Zaïre pour soutenir Mobutu. Et à l'époque, il a voulu s'appuyer sur le chef d'état-major de Mobutu, Mayolo Lyoko Aoundou. Malheureusement, Mobutu est parti. D'accord. Alexis Galambri, si on écoute Badou, il retient surtout de l'homme, peut-être ce pont entre la France et l'Afrique, un des derniers géants de la France-Afrique finalement. Oui, alors Chirac, c'était un président de la droite, un président français, un président qui a entretenu le précaré, qui a travaillé, comme Badou l'a dit, pour son pays et peut-être un peu contre l'Afrique. Mais on peut retenir également que c'était quand même un grand homme de culture et sur ce plan, oui, il a été un bon président français, un président de la droite, un président qui a exploité les réseaux qu'on a continué à décrier en Afrique, les réseaux français, mais c'est un président français. Maître Konari, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? En 2003, j'ai fait partie du comité d'accueil, d'organisation de la visite de Jacques Chirac au Mali. Nous l'avons accueilli à Tombouctou, nous sommes allés au pays d'Ogon. Je me souviens d'un homme extrêmement affectueux et quand il a pris la parole le soir à Koulouba, je ne retenais même pas mes larmes. Je retiens de Chirac un homme d'une très grande sentimentalité, mais aussi un visionnaire, parce qu'il a dit que la démocratie était un luxe pour l'Afrique. On le vérifie aujourd'hui. En 1990, quand il le disait, personne ne l'a écouté. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'un pays majoritairement pauvre et analphabète ne peut pas pratiquer la démocratie. C'est pourquoi notre démocratie est devenue cette vieille sotrama déglinguée qui va de tous les côtés. Ce qui est intéressant pour moi, c'est son itinéraire d'abord politique chez lui, parce que c'est un homme politique français, maire de Paris. Il est de Corrèze, maire de Paris, RPR, il devient ministre de l'Intérieur, il gravit les échelons pour devenir président de la République à un moment où on pensait qu'il ne serait plus devenu président de la République, à un moment où tous ses amis l'ont abandonné. Donc il y a quand même le courage politique. C'est évident que c'était un homme de droite, mais qui, dans son itinéraire, avait plutôt vécu à gauche. Je pense qu'idéologiquement, il était quelqu'un de gauche. Évidemment, on parle de Chirac, on est obligé de parler de ses relations avec l'Afrique. Ce sont des relations ambiguës, je dirais d'abord, parce que avec lui, il était évident que les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Et il défendait ses amis. Par exemple, le président togolais de l'époque, Yassine Bupper, il a reconnu son élection avant même la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Il a fait la même chose au Gabon. C'était cela. Mais de l'autre côté, il y avait quand même cet homme qui était persuadé quelque part que les pays du Nord abusaient des pays du Sud rapidement. Il a dit un jour, je n'ai pas pu revoir la cassette avant de revenir. Il dit, mais arrêtez, nous exploitons les pays du Sud. Même s'il n'a pas dans les faits changer quelque chose profondément, le seul fait de reconnaître que les pays du Nord exploitent plutôt les pays du Sud, moi j'ai trouvé ça de sa part assez courageux. Il a voulu dire que sans les pays du Sud, les pays du Nord n'existaient pas. Oui, Badou Sidi Koba, il y a également cette stature internationale. On a vu son niet au président américain à l'époque, Bush, par rapport au Golfe. Chirac, l'Africain, mais Chirac également qui osait peut-être dire non au tout-puissant États-Unis.
Chirac, à l'intervention, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il ne fut pas un civiste bizarre. Ce n'est pas cet homme d'État français qui suivait les Américains pour leurs sales besoins. Il a été clair, quand la guerre en Irak éclatait, il a dit à George Bush, vous ne connaissez pas les Arabes, mais moi je connais les Arabes parce que j'ai fait la guerre d'Algérie. Donc il a tout mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas eu la guerre d'Irak. D'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, a fait le tour d'un certain nombre de capitales pour les convaincre de ne pas soutenir les Américains dans la campagne d'Irak. Et au-delà de cela, c'est l'ami des Arabes, parce qu'on l'a vu à Jérusalem, il s'est rapproché des Palestiniens, même si les policiers israéliens ont voulu l'exfiltrer, il a refusé. Il est parti à la rencontre des jeunes Palestiniens, donc il a l'admiration du monde arabe. Et au-delà de cela, il est quand même l'artisan des accords des Rambouillet. Ces accords ont permis de sauver le Kosovo des griffes du dictateur yougoslave Slobodan Milosevic. Ok, Alexis Kalambiri, quid de l'héritage Chirac, sinon même de l'héritage de Gaulle? On sait qu'il était gaulliste. Les gaullistes, il n'y en a pas encore actifs sur la scène et tout. Quel peut être peut-être son héritage sur la classe politique française? De moins en moins visible, hein. Justement, et cela va un peu au-delà de la France. Vous avez, on a de plus en plus des présidents plus technocrates que politiques, porteurs d'idéologie, capables de faire rêver les foules. On a vraiment de plus en plus de gens qui ont des calculettes, qui ont des tableaux pour dessiner les cartes, mais oui, le gaullisme de moins en moins est présent dans les discours et dans les faits. Je pense qu'il était quand même parmi les derniers représentants. Sarkozy en parlait, mais vraiment je pense qu'il n'était pas porteur du gaullisme. Mais lui, avec les débris, on sentait les militants. D'accord. Deuxième thème de ce débat du dimanche, je vous le disais à l'instant, accord pour la paix et la réconciliation, les choses qui bougent depuis l'adresse à la nation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka, l'on se rappelle, n'a pas écarté l'hypothèse de la relecture de certaines dispositions de l'accord tout en y gardant l'esprit. En réaction, la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, menace de suspendre sa participation au dialogue national inclusif. Ensuite, ce fut un tweet, un ping-pong entre le chef de la diplomatie malienne Tchibile Dramé et le porte-parole de la CEMA à travers un tweet et un contre-tweet. Maître Cheikh Omar Konaré, que vous inspire tout cela? D'abord, je me réjouis que le président de la République, pour la toute première fois, ait reconnu la nécessité de relire l'accord de paix issu du processus d'Alger. Un accord bancal et inapplicable. Un accord inapplicable par beaucoup d'aspects. Alors donc, en reconnaissant cette nécessité, le président s'inscrit dans le sens de l'histoire. Les réactions de la CEMA, c'est normal. Avant de se retirer ou de menacer de se retirer du dialogue politique, vous avez entendu dans un de vos débats M. Attaher, le porte-parole de la CEMA, qui disait que si on devait relire l'accord d'Alger, la CEMA reprendrait la guerre. Il l'a dit en ces termes-là. On ne peut pas continuer à laisser un pays de 20 millions d'habitants devenir otage d'un groupuscule d'hommes armés qui s'abritent derrière un accord inapplicable pour maintenir le pays dans l'insécurité permanente et dans les trafics. Je crois que sur ce plan-là, je n'ai jamais varié. J'ai été rejoint par le président nigérien. J'ai été rejoint maintenant par le président de la République et même par Serge, qui ne parle plus de poudre de perlimpinpin, mais qui accepte bien que cet accord-là ne vaut rien. Il faut le changer. Ok. Badou, par rapport à tout cela, il y a une levée de boucliers au niveau de Kidal contre le président Issoufou. On a vu des images de manifestations où on voyait sur certaines pancartes Kidal n'est pas DIFA, où l'Azawad ne fait pas partie de la CEDEAO. Ça bouge tant bien que mal par rapport à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ça bouge tant bien que mal, mais nous reconnaissons tous aujourd'hui que Kidal est l'épicentre du terrorisme. Parce que le président Mamadou Issoufou ne parle pas au hasard, il sait ce qu'il dit. Ses services de renseignement sont à la manœuvre
pour savoir exactement ce qui se passe. Nous savons tous que les militaires de l'opération Dongo qui ont été tirés vers Tongo, n'est-ce pas? Ces militaires ont été tirés par une opération qui a été planifiée à partir des checkpoints de Kidal. L'attaque de Inatis aussi à la veille du sommet de l'Union africaine. Tout ça a été planifié à partir de Kidal. Donc Kidal est désormais l'impuissance du terrorisme. Et à cause de Kidal, plus de 1000 écoles sont fermées au Burkina, plus de 920 écoles sont fermées au Mali, plus d'une centaine d'écoles sont formées au Niger. Donc, le président nigérien a bien fait de porter l'affaire devant la CEDEAO. Vous savez, quand il y a eu le sommet extraordinaire de la CEDEAO au Burkina Faso, donc la CEDEAO a fait un communiqué pour dire que Kidal est malien et Kidal reste malien. Et ce qui a surtout fait mal à Moussa Agatar, le fait que la 38e session du comité de suivi de l'accord n'a pas pu avoir lié à Kidal pour un certain nombre de problèmes, c'est ce qui lui a fait mal. Et au-delà de cela, l'ambassadeur du Niger qui fait partie du comité de suivi de l'accord également a claqué la porte pour dire que dans ces conditions, il ne peut pas continuer vraiment à soutenir l'accord d'Alger. Ok. Alexis Galam. Oui, il y a deux faits. C'est d'abord que une opération de communication, je crois que la CEMA était dans une très mauvaise posture. Il y a cette accusation forte du président nigérien et vous avez également le discours du président ne remettait pas l'accord en cause, mais disait que il y a des dispositions sur lesquelles il faut des discussions. Et ça, qu'on le dise ou pas, c'est indispensable. Donc, vouloir monter ça en épingle et faire comme si ça devient un goulot pour les négociations, c'est vraiment botter en touche. Donc, je pense que c'est vraiment ce que la CEMA tente de faire, noyer le problème réel en s'agrippant à autre chose qui, au finish, n'est que des arguties. Mais non, mais très rapidement, je voulais dire à M. Konaré qu'on n'est pas du tout dans la même barque. Et toi, tu peux être témoin, je n'ai jamais varié. Je ne suis pas avec vous, je ne serai pas avec vous, mais nous restons amis, quand même. Alors, moi, je me réjouis que le président de la République reconnaisse enfin ce que moi, je lui demandais, je disais déjà il y a plusieurs mois. Je posais la question de savoir si l'accord n'était pas en partie caduque. Et aujourd'hui, il le reconnaît indirectement. Bon, mais il est de mauvaise foi parfois, et souvent de bonne foi, et là, il est de bonne foi. Il faut en prendre acte, c'est une bonne chose. En fait, tout ça arrive pourquoi? Vous avez vu l'échange de mails, de tweets tout à l'heure. C'est dommage, il y a des fautes de français, parce qu'il y a des jeunes bacheliers qui nous écoutent. Il faut que les dirigeants, qu'ils soient du Nord ou du Sud, quand ils écrivent en français correct, et qu'il n'y ait pas de faute, parce que les enfants sont en train de nous écouter. C'est la suite. Monsieur Thibile Dramé, quand il a vu le communiqué de la CEMA, s'est dit... Bon, je vais tweeter ou je vais réagir. Bon, lui semblait dire, bon, je me réjouis que la CEMA ait compris que nous... Les gens disent, ah, non, on n'a pas dit ça. Hein. Donc c'est une question de sémantique. Le problème aujourd'hui reste entier. Les gens se trompent quand on parle seulement du président nigérien. Ce n'est pas le président nigérien seul qui pense que Kidal est une menace pour son pays. Je reviens du Burkina Faso. Le Burkina Faso pense exactement la même chose. Le Tchad pense la même chose. Toute la question est une question de rapport de force. Si vous prenez les rapports de force sur le terrain, aujourd'hui, il se fait que dès que la CEMA n'est pas contente, elle se replie sur Kidal. Et que le Mali ne peut pas, que le pouvoir central n'a pas les moyens pour le moment de prendre contact, de prendre possession des lieux ou le contrôle des lieux, justement à cause de l'accord de paix d'Alger. Cet accord de paix d'Alger, il faut le revisiter selon le gouvernement. Désormais, le président est d'accord, les autres sont contre. Donc nous avons là encore un facteur de blocage. Donc il ne faut pas penser, de mon point de vue, que les choses sont en train de se régler sur ce sujet-là. Ouais. Nous allons en plein blocage parce que vous avez deux positions. Une position qui dit, nous, il n'est pas question pour nous de revenir sur l'accord de paix, et l'autre position, de plus en plus majoritaire, qui dit il faut revisiter cet accord. Voilà, Badou Sidi Koba, facteur de blocage pour Serge Daniel, mais est-ce qu'on ne peut même pas aller plus loin en parlant de facteur de double blocage, puisqu'au-delà des entraves à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la CEMA menace également de quitter le dialogue national inclusif, blocage au niveau de la mise en œuvre de l'accord pour la paix, blocage également au niveau du dialogue national inclusif, en tout cas pour ce qui concerne la CEMA. Oh, la CEMA se joue au lion féroce, mais dès que la communauté internationale agit, la CEMA met de l'eau dans son vin.
ce que j'aimerais dire, c'est que le président de la République, dans son discours, quand même, a mis un peu d'eau dans son vin en reconnaissant que la progression de l'accord se fait à la vitesse de la sorgho. Bon, oui, il reconnaît quand même que l'accord de paix progresse à la vitesse de l'escargot. C'est une réalité et il veut casser, assimiler, dissimuler. Vous savez, c'est quelqu'un, il est très futé. Maintenant, sachant bien que le FSD... Vous pensez que les autres ne sont pas futés? Bon, quand même, c'est un boulanger. Sachant bien que le FSD menace de ne pas participer au dialogue national inclusif, il sait que l'une des raisons pour lesquelles le FSD ne veut pas participer au dialogue, c'est le problème de l'accord d'Alger. Or, il faut impérativement modifier cet accord. Mohamed Akata, dans le communiqué, a dit que l'article 65 de l'accord stipule que l'accord peut être modifié. Mais pas sous certaines conditions. Et le représentant de la plateforme, Fahad Agalmouri, dit que le contenu de l'accord peut être revisité à condition que toutes les parties se retrouvent, se réunissent, discutent et échangent. Donc moi, je pense que c'est un moyen de pression pour la CEMA, mais disons-nous la vérité, la CEMA aujourd'hui ne peut pas prendre les armes contre le pouvoir central et contre la paix, parce que c'est toute la communauté internationale qui est là et la CEMA a intérêt à ce que le processus de paix puisse continuer. D'accord. Maître Konaré, est-ce que vous pensez comme Badou qu'il ne faudrait pas prendre au sérieux cette menace de la CEMA de quitter et le processus de paix quant à l'accord et le dialogue national inclusif? Mais il faut prendre la menace au sérieux, parce que la CEMA traverse aujourd'hui un problème existentiel. S'il n'y a pas d'accord issu du processus d'Alger, la CEMA va tout perdre. C'est pourquoi elle élève le ton et elle menace de quitter le processus de dialogue politique inclusif. De toutes les façons, cette évolution était prévisible. Et vous parlez de blocage. Ce blocage est une excellente chose, parce que ça permettra de discuter enfin des véritables problèmes de l'accord, des véritables pièges que contient l'accord de paix. Ce blocage va obliger les parties à retourner à la table de négociation et à enlever de l'accord les clauses inapplicables. Et donc quand cela sera fait, on va pouvoir enfin appliquer les clauses les plus raisonnables. Moi, ce que je vais vous dire, dans le cadre de cette négociation qui est inévitable, de cette renégociation de l'accord de paix qui est inévitable, il faudra inscrire une clause de désarmement immédiat de tous les groupes armés du Nord, quitte à ce que ces groupes-là soient cantonnés immédiatement et gardés par la MINUSMA, qui est une force internationale. Maintenant, le reste du processus pourra suivre son cours. Mais on ne peut pas inverser, comme c'est le cas, l'ordre des choses. C'est-à-dire faire des réformes et autres là dans un contexte où les gens restent armés. En ce moment, l'État ne pourra exercer sa souveraineté sur aucune partie du Nord et tout le processus restera tributaire des caprices de la CEMA qui reste armée. D'accord. Alors il ne faut pas vouloir voiler le soleil avec sa main en parlant d'ex-rébellion. Ces gens-là sont des rebelles. Il faut les réduire, les cantonner et les faire garder par la CEMA. Ok, Alexis, par la MINUSMA. En attendant de mettre en œuvre. D'accord. L'accord a été signé en 2015, Alexis, et c'est 4 ans plus tard, en 2019, qu'on reconnaît enfin qu'il faut relire certains de ces aspects. Est-ce qu'on n'a pas perdu 4 ans pour rien? Ou vous pensez qu'il n'est jamais tard pour mieux faire? Il n'est jamais tard pour mieux faire. Et en fait, on n'a pas perdu du temps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être l'avantage de cette crise, c'est que ça va certainement obliger les vrais protagonistes à sortir du bois. La CEMA n'est forte justement que parce que elle est certainement adossée. Et oui, on est d'accord que tant que cette question de Kidal n'est pas réglée, tant que l'État n'a pas la prééminence sur Kidal, cette question de sécurité à aucun niveau ne se réglera. Donc il faut que ça soit central et il faut que les vrais appuis de la CEMA que nous ne voyons pas et peut-être qui dictent les propos à tenir à d'autres, que ceux-ci viennent à la table, discutent de sorte que le débat soit plus franc et plus direct. Moi je pense qu'on a perdu quand même un peu de temps. On a perdu de temps par manque de leadership, disons les choses clairement, de leadership
à l'intérieur du territoire malien. Il a manqué le leadership qu'il fallait pour porter cet accord et pour dire à un moment brutalement, nous ne pouvons pas. La deuxième chose, c'est que la communauté internationale a aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Puisqu'elle était garante de l'accord, c'est-à-dire qu'après 2 ou 3, 4, 5 premiers mois, on sentait clairement qu'on ne pouvait pas survivre avec cet accord. Il appartenait à cette communauté internationale de reconnaître également qu'elle s'est trompée et que Kidal était toujours un caillou dans sa chaussure et il fallait revoir les choses. Et ce n'est pas tard, j'espère que très rapidement on pourra, les deux parties, parce que si vous voulez un accord ou un additif, il faut forcément qu'il y ait les deux parties, qu'on prenne en compte les désirs, les revendications des deux parties. Cet accord dans sa forme actuelle est inapplicable, ce n'est pas la première fois que je le dis, j'ai même utilisé un terme à l'époque, caduc. Vous ne venez pas à l'époque sur le plateau. Voilà, la CEMA qui menace de quitter le dialogue national inclusif. Justement, le dialogue national inclusif, c'est le thème de votre émission politique de ce dimanche. Dialogue national inclusif, faut-il y aller, oui et non, et pourquoi? Robert Dissa va recevoir à 22h Madame Si Kadiatousso de l'ADEMA, association, Konimba Sidibé, président de MODEC, Moussa Mara, président de Yelema, et Nyankoro Yea Samake, président du PACP. Ce sera à 22h TU et non 21h à cause du match. Donc, politique, le débat à 22h, temps universel, mise en place 21h30. 5 minutes avant de boucler ce débat du dimanche pour parler de cette scène d'horreur mardi dernier à Bamako. Un camion-citerne rempli de carburant qui s'est renversé avant de prendre feu. L'incident a causé des dégâts, des motos et voitures calcinées, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images prises à chaud par notre équipe de reportage. On déplore à ce jour une quinzaine de morts. Pour plus de précision, nous vous proposons d'écouter Mamadou Oudjara. Il est officier de police. Voilà, on me signale que l'interview n'est pas là. Mais Badou Sidi Koba, le lendemain, on ne l'a pas peut-être vu sur ces images, le lendemain, il y a eu un autre camion-citerne qui a pris feu. Est-ce que tout cela ne pose pas la problématique de la réglementation de la circulation de ces camions-citernes dans la capitale? La semaine passée, vous avez dit une citation, la citation de Paul Varese. Vous avez dit que quand l'État est fort, il nous écrase, mais quand l'État est faible, nous périssons. Je pense que ces deux drames ne sont que la suite logique d'une série de drames et ça explique le degré de faillite de l'État. Le problème est qu'il n'y a pas d'État et quand il n'y a pas d'État, les gens se permettent de faire n'importe quoi. Sinon, ce qui s'est passé l'autre jour ne devrait pas arriver quand l'on tient compte de ce qui s'est passé au Banconi et un toit qui se fonde sur des gens, plus de 12 personnes meurent. L'accident s'est passé sur une bretelle en face de l'hôtel Colibri. C'est-à-dire c'est une sotrement de livraison qui a voulu dépasser le camion-citerne et le drame est arrivé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Sur une bretelle, vous voyez ici, quand un véhicule veut dépasser l'autre véhicule, vous voyez que ce n'est pas facile. Oui, le pire a été évité puisque non loin de là-bas, à une vingtaine de mètres, il y a à peu près 2 stations qui étaient à côté et ça pouvait être pire. Non mais c'est ça, ça pouvait être pire parce que, comme vous l'avez dit, il y a 2 stations, mais ça découle d'une série de dysfonctionnements. On a les textes qu'il faut pour faire en sorte que ça n'existe pas. Le maire du district a pris un arrêté qui réglemente très bien la circulation des citernes et des gros porteurs. Mais il se trouve que le gouverneur a pris un arrêté contraire et je pense que c'est là tout le problème. Donc il faut que entre les autorités municipales et administratives qu'on s'entende et que on trouve les solutions. Donc c'est vraiment une série de dysfonctionnements à ce niveau, mais également au niveau de la discipline dans la circulation, parce que comme il l'a dit, c'est sur des petites routes quand on veut forcer. On m'a dit il y a même une motocycliste qui est impliquée dans l'accident. Donc c'est vraiment une série de dysfonctionnements, mais beaucoup disons oui, de laisser aller. Maître Konaré. La tragédie qui s'est produite est le fruit de l'incivisme des usagers, mais surtout du refus de l'État d'appliquer ses propres textes. Ne croyez pas qu'il y ait un vide juridique dans cette matière. Depuis 15 ans, un arrêté interministériel a été pris
il interdit que tout véhicule chargé de carburant pénètre sur le territoire du district sans se diriger directement vers un dépôt de carburant. Aucun véhicule ne devrait franchir les frontières du district sans se diriger vers un dépôt de carburant. Alors, il se trouve que dans la pratique, on a institué un système de desserte directe qui permet aux véhicules chargés de carburant de venir se mettre sur pied au bord des trottoirs, dans les rues, etc. Ça, c'est carrément de l'incivisme. Si l'arrêté était appliqué, on ne verrait aucune citerne dans les rues de Bamako arrêtée. Alors, c'est le défaut d'application de cet arrêté qui fait que tous les jours, vous voyez des citernes remplies parcourir les rues de Bamako ou se stationner au bord des routes. Et quand cela arrive, la population est plongée dans le danger, un danger mortel. On déplore à peu près 15 morts. Et c'est un cas d'homicide involontaire où la justice devrait sévir. Est-ce que vous avez entendu dire que des gens ont été arrêtés ou jugés? Je ne l'ai pas appris, mais c'est ce qui devrait se faire. Alors, chaque jour à Bamako, il y a entre 600 et 800 camions qui rentrent ou qui sortent de Bamako. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, vous parlez tout à l'heure de la mairie du district, j'allais oublier. La mairie, depuis plusieurs années, j'ai vérifié, a proposé la construction d'une gare routière. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait une gare routière, comme ça se fait dans d'autres pays, et que les gros porteurs ne rentrent plus dans la ville. Ça crée même de l'emploi, ça crée des entrepôts, et les gros porteurs garent dans cette gare routière, et les petits porteurs font la navette entre la ville et ces gares routières. C'est une question de gouvernance. Vous avez parlé d'incivisme. Non, c'est-à-dire que les populations demandent une seule chose. S'il y a un policier pour faire appliquer la loi, les populations ne vont pas refuser. Il y a 3 ponts à Bamako, vous voyez ce qui se passe le matin. Il suffit qu'il y ait un seul policier devant des centaines de motocyclistes. Quand il siffle, tout le monde s'arrête. Donc c'est le fait de ne pas appliquer la loi, les lois de la République, si vous voulez. Donc c'est simple, il ne faut pas attendre un autre drame parce qu'on ne va pas revenir là-dessus dans 2 semaines ou dans 2 mois en disant on avait parlé de ça, comme on a parlé des inondations il y a 2 ans, etc. Si c'est une question de gouvernance qu'on arrive, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je suis d'accord. Vous voyez, vous êtes pour une fois, vous êtes dans mon camp. Oui, on le disait, hein, Badoukom, par coïncidence, le lendemain, un autre camion-citerne avait pris feu sur les flancs de la colline de Badlabougou, mais heureusement, un élément de la protection civile de passage a pu circonscrire. C'est-à-dire que parfois, vous avez envie de laisser votre métier de journalisme pour faire de la politique. Parce que vous vous dites, mais les politiciens ne font pas leur job. C'est quand même assez simple, dans un pays comme le Mali, où on peut s'organiser, d'interdire aux gros porteurs de rentrer dans une ville pour semer la pagaille. C'est un problème de gouvernance, bon Dieu. Et ça ne va pas continuer, croyez-moi. Tout à fait. On a également vu dans certaines capitales, les gros porteurs n'entrent pas dans la ville. Il y a des stratégies de contournement. Tout cela nous ramène un peu à la politique de désenclavement, faire en sorte que Bamako soit contourné par les gros porteurs. On le voit dans d'autres pays, ce n'est pas impossible à faire ici. Il y a des heures précises pour les gros porteurs, les camions citernes, les camions remorques. 22h, 10h, 10h, 13h. Et ce qui s'est passé, le cas du deuxième citerne, le deuxième citerne n'avait même pas d'extincteur. Donc ça nous ramène au problème d'application des textes. Un problème de leadership. Il y a même dire que ça, Tangara. Vous voyez poindre un peu partout de petites stations d'essence au bout de chaque rue. Est-ce que ces stations ont une autorisation? Posez-vous la question, parce que quand le feu va prendre une de ces citernes, ça va faire des dégâts pires que ceux qu'on vient d'enregistrer. D'accord. Alexis Calambri, peut-être s'il peut y avoir un appel, puisqu'il y a également de la pédagogie, de la sensibilisation. Bien sûr. En fait, c'est ça. Il faut que les politiques jouent leur rôle. Il y a des textes, un moment, qui interdisaient effectivement ou qui réglementaient les heures de circulation, mais les gros porteurs ont fait du bruit et ça a fait qu'on a ramené à des heures où vous avez une grande affluence. Puisque nous n'avons pas pu faire encore des voies de contournement de la ville, puisque nous n'avons pas pu, disons,
mettre ces véhicules-là hors de la ville dans des aires dédiées. L'idéal serait effectivement, à la limite, qu'on aille à la sensibilisation et qu'on fasse en sorte qu'ils évitent la ville aux heures de grande affluence. Ok, et ce sera donc le mot de la fin. Nous ne pourrons pas aborder cette réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Ce sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos invités, Maître Konaré, Chakmar Konaré, avocat, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Badou Sidi Koba, directeur de publication de Carrefour, Serge Daniel, journaliste écrivain. Tout de suite, 20h, le match Sierra Leone-Libéria, Coupe d'Afrique des Nations d'Afrique de l'Ouest. Vous retrouvez Yacouba Dansoko. Et 22h, politique, le débat avec Robert Dissa. Dialogue national inclusif, faut-il y aller, oui ou non? À dimanche prochain pour un autre débat du dimanche. Merci.